On commence, Inch'Allah. Ok. Allez, si Mohamed, je vous laisse. Salam alaikum, marhaba bik. Salam alaikum, Monsieur Nourdine. Salam alaikum, la technique. Alors, encore une fois, chers auditeurs, toujours très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes sur un sujet d'actualité. Nous allons parler d'un enjeu dont tous les journaux parlent, mais peut-être pas de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on va parler de le consommer musulman et les enjeux du halal, non seulement en France, mais au niveau mondial. Effectivement, depuis quelques années, la révolution du halal est un fait culturel marquant dans le monde entier. Mais aussi, par exemple en France, il faut évoquer les sujets qui s'attachent à cela, à savoir il y a les enjeux politiques, religieux et même identitaires. Alors là, encore une fois, on va voir que ce n'est plus une question de licite et illicite, mais aussi un grand enjeu politique pour le monde entier, mais surtout, puisqu'on parle à une audience française, que je salue. Bonjour à tous les auditeurs, là j'ai peut-être oublié de le dire. Alors, évidemment, on va essayer au cours de cette émission de concilier la culture, l'identité, la religion, voire aussi le goût de l'astronomie. Vous verrez pourquoi on dit ça. Alors, c'est l'enjeu d'un marché halal en pleine forme en France. C'est la première population musulmane d'Europe, avec plus de 6 millions de musulmans en France. Mais ces temps-ci, c'est sa dimension financière, et je sais, Nourdine, que tu vas en parler, c'est sa dimension financière, politique financière, j'entends, qui fait l'objet de toutes les attentions. Vous savez, le marché mondial du halal, il devrait connaître un taux annuel de croissance composé à peu près de 4 à 6% sur le marché halal. C'est énorme. Et ça, ce sont les prévisions des industries alimentaires occidentales qui font des statistiques. Il y a une demande qui est soutenue pour le halal à l'échelle mondiale. Bien sûr, en France, vous avez par exemple les supermarchés Carrefour, Auchan, Leclerc, etc., où maintenant, dans presque tous leurs marchés, vous avez un rayon halal. Et on parle d'un marché énorme. Encore une fois, rien que pour la France, c'est un marché qui est à peu près selon les statistiques, entre 5 et 7 milliards d'euros. Alors voilà, non seulement c'est un marché énorme, mais ce n'est pas seulement le marché du halal, de la viande dont on parle souvent, mais c'est aussi le marché agroalimentaire, c'est le marché des cosmétiques, c'est le marché de la pharmacie. Alors, encore une fois, c'est ce dont on va essayer, Nourdine et moi, aujourd'hui, de vous parler. Et je vous remercie encore d'être les trucs. Et écoutez-nous, faites vos critiques. Vous avez le numéro de téléphone de Radio Gazelle si vous voulez envoyer des suggestions ou bien des questions. Tfadala, Nourdine. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. C'est-à-dire le label halal, si on devait remonter donc ça remonte à très loin. Bien que le halal il a existé 40 ou 50 ans après la mort du prophète. Mais le problème du halal ici en France, il y a une société française, la marque Ludo, si je ne me trompe pas, dans les années 70, c'était des gens qui avaient des prévisions, ils savaient que le halal allait prendre beaucoup d'ampleur et ils ont investi dans ce marché-là. Et à l'époque, pour avoir le label halal, ce n'était pas donné à tout le monde. La première certification du halal, ça a été fait par Charles Pasquaros, qui était ministre de l'Intérieur, en 1994, et il a donné c'est-à-dire je dirais qu'il n'y a que la mosquée de Paris qui avait le droit d'utiliser le mot halal pour s'agater les bêtes dans les abattoirs et ainsi de suite. C'est vrai que comme c'est un enjeu qui rapporte beaucoup d'argent, il y avait une guerre des grandes mosquées. Et quand même, ils ont obtenu gain et cause lorsque Michel Debré est devenu ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Il a autorisé la mosquée d'Ivry dans la région parisienne et en même temps la mosquée de Lyon. Donc c'était les trois seules mosquées qui avaient le label, qui avaient la possibilité, par exemple, de percevoir cette taxe sur toutes les animaux qui sont sagatés. Et quand on voit qu'il y a beaucoup d'Européens qui ont fait beaucoup, et ça doit y être sur Internet,
Ils ont fait beaucoup d'études et ils ont vu que la viande, lorsqu'elle est sagatée, c'est-à-dire lorsqu'elle est égorgée selon le rite musulman et de bonne manière, la bête ne souffre pas que si elle est étourdie. Voilà, et c'est ça le véritable problème. Donc là, après je dirais la libération, avoir libéré le marché du halal avec les 3 grandes mosquées de France, il y avait d'autres associations qui se sont incrustées dans ce marché. On revient sur l'entreprise Ledoux qui travaillait beaucoup avec de la volaille. Et elle avait quand même à un certain moment pris le marché de l'Arabie Saoudite, de tous les pays du Golfe. Donc c'était un marché colossal. C'est pour ça que les autres, ils sont inquiétés. Il y a eu des manifestations par rapport à d'autres États, par rapport au Maroc, par rapport à l'Algérie, pour que ces gens-là puissent avoir quand même un tampon certifié que c'est halal. Mais voilà, et c'était ça l'objectif du halal. Ils se sont accaparés à des 3 grandes mosquées. Par la suite, il y a eu des sociétés qui se sont créées. La première société, c'est la société AVS. La société AVS qui avait une structure et qui a commencé à s'engouffrer par la loi parce qu'on ne pouvait pas donner le monopole à une seule mosquée, ou la 2 ou la 3. Donc le monopole, il est inexistant dans les pays occidentaux, on ne peut pas donner le monopole. Donc il y avait la société AVS. Et en 2008, il y a eu d'autres, 2004, 2008, il y a eu d'autres associations et sociétés qui sont créées. En 2008, c'était la société Shahada. En 2004, c'était la mosquée d'Ivry. Il y avait une autre mosquée, la mosquée d'Ivry, qui était reconnue par l'État français, pas par Michel Debré à l'époque, qui avait donné l'autorisation d'utiliser le label halal. En 1995, il y avait une société aussi, une association africaine. En 1989, il y avait Taqwa, une association. En 1995-1994, donc c'était la mosquée de Lyon. En 1985, c'était le Risala. En 2007, Halal Réunion, donc même à l'île de la Réunion, il y avait cette possibilité d'avoir au moins une taxe par rapport à la viande qui est certifiée par ces associations-là. Après, il y a eu l'OUF qui a fait, à l'époque où ils ont demandé le label, parce qu'ils sont tous engouffrés, sachant qu'il y avait beaucoup d'argent. L'OUF qui était beaucoup plus proche des frères musulmans, en 2007. La mosquée de Paris, comme on l'a dit, c'est entre 1994 et 1997. Et après, il y a eu Muslim Conseil International en 1996. Mais le problème qui se pose, c'est Mohamed, c'est que ces bêtes qui sont sagatées dans les abattoirs, c'est vrai qu'il y avait une conformité, mais la plupart de ces associations, on ne voudrait pas les montrer du doigt, ils donnaient simplement le tampon halal aux chevillards, et c'est les chevillards eux-mêmes qui mettaient sur le halal. Sauf quelques 2 ou 3 associations qui avaient quand même une personne qui était habilitée à assister quand on doit sagater la bête, qui doivent assister. Malheureusement, les gens, ils ont trouvé ce système-là, ils donnent le tampon aux abattoirs, et les abattoirs, à chaque fois, ils estampillent sur la bête, et ils touchaient une taxe de 20-30 centimes à l'époque par kilo. Et pour vous dire simplement, le deuxième problème qui s'est posé, c'est que tout ce qui est, par exemple, jambon, tout ce qui est saucisson, toute cette viande-là, comment elle est désossée? Mais elle est désossée par des voies mécaniques. Et donc, quand elle est désossée, cette viande-là, une fois qu'elle est désossée, il y a des morceaux des os, parce que c'est fait mécaniquement. Et les gens consommaient ce jambon en sachant qu'il y avait des ossements, parce que c'est fait mécaniquement. Voilà, il y a eu d'autres associations. Moi, j'ai connu une association qui était installée à Lyon, dont le responsable de l'association, c'est un Européen converti à l'islam. Et le pauvre, il a bataillé de profession. C'était un vétérinaire. Donc, il connaissait ce problème que subit la communauté musulmane de A jusqu'à Z. Et là, il y a quelques années, je crois, il y a 2-3 ans de ça, qu'il a été obligé de démissionner parce qu'il a été menacé de mort, il a été menacé tant que le marché, parce que c'était un marché quand même qui rapportait beaucoup d'argent. Et les gens, ils ont profité, c'est vrai qu'ils ont beaucoup profité de cet argent qui devait revenir aux musulmans, qui devait revenir aux lieux de culte qui n'avaient pas les moyens
de subsistance. Voilà, donc il y a eu ce monopole des 3 grandes mosquées de France, quelques associations qui ont pris ce marché qui, comme vous venez de le préciser, qui dépasse les 7 à 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc imaginez le nombre de kilos de viande qui est consommé, le nombre de... Voilà. Dernièrement, l'Algérie a fait un pacte avec la mosquée de Paris, que tous les produits qui doivent rentrer en Algérie halal, il faut qu'il y ait des estampilles de la mosquée de Paris. Et là, on commence à chercher de la petite bête, de quel droit c'est une ingérence, voilà, parce que l'ingérence, voilà. Mais par contre, il y a une chose, Mohamed, ça, il faut que les gens sachent, le halal, normalement, c'est quelque chose, quand on sait l'islamophobie qui existe en France, dans les autres domaines, dans les lycées qu'on ferme, dans les lieux de culte qu'on ferme. Par contre, le halal, on le laisse, parce que ça rapporte de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle exporte pas mal de volailles, pas mal de viande, pas mal de... Donc c'est un marché colossal. Si on devait simplement prendre, pendant les fêtes de l'Aïd, le nombre de bêtes qui sont sagatées. Ah, là, on ne parle pas. Là, on ne va pas si c'est islamophobe, là, mais que c'est l'islam. Là, c'est le business, c'est l'argent, et après, on laisse passer. Donc, il y a deux problèmes. C'est le désossement mécaniquement avec des machines. Donc, il y a des ossements qui sont avec les jambons qu'on mange, qu'on achète, qu'on voit. Et le deuxième problème, les gens qui sont spécialisés pour sagater la bête, ce n'est pas tous des professionnels. Normalement, pour sagater la bête, si on devait se conformer, par exemple, à la religion musulmane, le sacrificateur, il faut qu'il soit agréé déjà. Ici en France, pour être sacrificateur, il faut que vous ayez l'autorisation des grandes sociétés ou bien de la mosquée de Paris ou la mosquée de Lyon, sinon vous n'avez pas le droit d'entrer dans un abattoir pour sagater la bête. Les gens qui sagatent la bête, moi j'ai vu de mes propres yeux, je ne citerai pas à quel endroit, les gens pour venir sagater la bête, la bouteille de bière juste à côté. Pour passer Donc les gens, ils sont là beaucoup plus par intérêt que par autre chose. Mais le halal, c'est pour ça, c'est d'abord à manger. Maintenant, si on se base sur le problème de la religion, c'est une autre paire de manches. Et un jour, Inch'Allah, une émission spéciale que sur le domaine de la religion. Tfadal, c'est Mohamed, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, je ne veux pas rajouter, je pense que tu as très bien résumé la situation. Moi, je parlerai du marché économique mondial après, parce que je voudrais répondre un petit peu, pas répondre, mais encore ajouter quelques éléments à ce que tu viens de dire. Les spécificités du marché français, le marché de la certification halal en France, il connaît une dynamique qui est unique. Elle est alimentée d'abord par une population musulmane en croissance et une prise de conscience accrue des consommateurs concernant des produits conformes aux préceptes islamiques. Et ça, tu viens de relever un petit peu le problème, c'est que parfois des gens qui se prétendent, encore une fois, faire le processus halal et qui ne le sont pas du tout. En 2021, par exemple, la France, elle comptait environ 6 millions. Bon, là, les chiffres divergent un peu, parce qu'actuellement, je crois que c'est entre 5 et 7. Entre 6 et 7. Mais en 2021, la France comptait environ 5 millions de musulmans, ce qui représente un segment de marché considérable pour les produits halal. La certification halal, il ne faut pas l'oublier, ne se limite pas seulement aux aliments, mais elle s'étend également à d'autres secteurs tels que les cosmétiques, les médicaments, les produits d'hygiène, etc. Et en plus, là je fais une petite aparté, il y a beaucoup de non-musulmans qui achètent des produits halal parce qu'ils font confiance pour l'hygiène, pour la santé, une bête égorgée, etc. Ça, je reviendrai un petit peu quand je parlerai de l'économie. Mais alors, encore une fois, je reviens, la certification halal en France, elle est régie, je crois que tu as touché un mot là-dessus, par plusieurs organisations, dont le Comité français du halal et l'Association française des certificats halal. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'eux. Allô? Oui, je t'écoute, Mohamed. Tfadal. Alors, ces organismes veillent à ce que les produits répondent aux exigences strictes de la charia en matière de sourcing, de traitement, de distribution. La certification halal de la viande, par exemple, elle implique non seulement le respect des méthodes d'abattage dont tu as parlé, mais aussi de la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Des enseignes, comme j'en ai parlé en introduction, par exemple, comme Carrefour et Auchan, ont développé des gammes de produits halal pour répondre à cette demande croissante, témoignant ainsi de l'importance de ce marché chez les musulmans, mais aussi, ils ont remarqué, chez les non-musulmans.
Alors, la demande pour les produits halal, je dis encore une fois, je répète, elle ne se limite pas uniquement à la communauté musulmane. Elle s'étend, comme je disais, à des consommateurs soucieux de la qualité, de l'origine de leurs aliments et comment c'est traité avant d'arriver sur les rayons d'Auchan, voilà, de Carrefour, de Leclerc. De nombreux Français considèrent les produits halal comme étant plus éthique en raison justement des normes strictes de bien-être de l'animal et surtout, encore une fois, il faut parler de sa traçabilité. C'est pas seulement le fait qu'il a été tué, par exemple, je prends de la viande égorgée, etc. Il y a aussi une question d'hygiène après, l'emballage, l'empaquetage, etc., etc., etc. Et ça, c'est très, très important et les consommateurs français non musulmans savent quand même que là, ils ont un produit non seulement qui est de qualité, mais au point de vue hygiène, c'est très, très recherché pour, je dirais, pour la bonne santé des individus dans ce qu'ils mangent, dans leur consommation alimentaire. Si vous voulez, même maintenant, lorsqu'on parle des produits bio, eh bien, ça répond, les produits bio, ils répondent à certaines exigences déjà, mais en plus, quand il y a la certification halal, alors ça, là, il y a une croissante, comment dirais-je, un taux de croissance tellement élevé juste pour ça, parce qu'on associe bio et halal. Et ça, encore une fois, il y a le respect pour l'hygiène, puis aussi le respect de l'environnement. Bon, maintenant, le marché français de la certification halal a fait plusieurs défis. Tu en as parlé un petit peu. Il y a d'abord le défi des interprétations des normes halal qui peuvent engendrer une certaine confusion parmi les consommateurs. De plus, la présence, et là il faut aussi, parce que tu en as parlé, mais moi je vais réitérer, la présence de faux certificats et de fraude qui posent un risque pour la crédibilité de l'industrie. Alors pour surmonter ces obstacles, il est essentiel que les organismes de certification collaborent étroitement avec les entreprises et les autorités publiques pour, je dis bien les autorités publiques, je ne parle pas des mosquées, des autorités publiques pour établir des normes claires et dans un cadre de régulation efficace. Bon, maintenant, bien sûr, il y a la digitalisation et ça représente également une opportunité majeure pour le marché. Avec l'essor des plateformes de vente en ligne, les produits halal maintenant peuvent s'acheter sur les lignes, hein, l'Internet, et puis c'était, je crois, 0,001%, je n'ai plus les chiffres, j'ai parlé tout à l'heure des statistiques. Maintenant, je pense qu'on parle déjà à peu près de 10%, c'est énorme. Vous avez un marché de 7 milliards d'euros en France, par exemple. Alors voilà, alors en conclusion, moi je dirais que, en ce qui concerne ce problème-là, le marché français de la certification halal présente des caractéristiques distinctes qui en font un secteur en pleine expansion. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des enjeux éthiques liés à l'alimentation et bien sûr à la certification. Ça apparaît comme une réponse à cette demande. Les acteurs du marché doivent néanmoins naviguer dans un environnement complexe où la transparence de la confiance sont des éléments cruciaux pour garantir la pérennité et la croissance de ce marché. Tu parlais tout à l'heure d'une entreprise qui s'appelle Doux, DOUX, tu as dit le Doux. C'est la volaille. Ils ont commencé, moi je les ai connus en 1970. C'était une petite ferme perdue, je crois, du côté de la Normandie. Maintenant, ils ont quelque chose comme 4 ou 5 usines et travaillent dans le monde entier. Donc, voilà. Oui, تفضل نوردين. كمل سي محمد باسكو لو دو il a anticipé. Il a anticipé et c'était le marché qui était tous les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, et il passait par lui. C'est ça le. Mais le problème de halal, c'est Mohamed, c'est quand, par exemple, pour ça gâter la bête, surtout pour les volailles. La loi, elle autorise, il faut étourdir l'animal par des moyens électriques. Et quand, par exemple, il sera sagaté, il est encore vivant. Il ne faut pas qu'il soit mort. Et les statistiques, ils disent que les 90% de cet abattage, c'était conforme. Mais il y a 10% qui passaient entre le fil, si on peut les appeler comme ça. Voilà. Et le problème, moi je me rappelle, il y avait ici à Marseille, il n'y avait pas le label halal, il n'y avait pas ça, mais au niveau des abattoirs de Marseille, ils autorisaient les chevillards, c'était des gens de bonne moralité. Et c'est eux qui faisaient attention que si la bête elle est sagatée ou pas. Et la personne qui vient sagater la bête, il faut qu'il passe par eux parce que c'est des professionnels. Et quand, par exemple, vous allez aux abattoirs
pour acheter de la bête pour les restaurateurs ou pour les bouchers. Quand il vous dit que ça, c'est sagaté, vous êtes sûr et certain que c'est c'est l'appât du gain qui a donné une mauvaise image de cette. Ils savaient qu'il y avait de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont engouffrés par cette brèche-là et on a vu des sociétés qui se sont créées et qui gagnent un argent fou. Mais normalement, cet argent, je dirais, avec la complicité des autorités françaises. Pasqua a donné la première habilitation, il a remis à la mosquée de Paris. Quand il est venu de Michel Debré, qui était ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, et lui, parce qu'il y a eu beaucoup de. L'argent, ça attire les gens, ils commençaient à se demander comment l'autre. Et là, ils ont donné la possibilité à la mosquée de Lyon et la mosquée d'Ivry d'utiliser les mêmes moyens que la mosquée de Paris pour pouvoir, à condition que c'est à eux d'aller chercher les marchés. Les marchés, c'est quoi? Normalement, au niveau des abattoirs, il y a un avis d'appel d'offres. Et l'avis d'appel d'offres, il faut qu'il soit vraiment respecté, que ce soit à Paris, à Marseille, n'importe où. Et ça se passait très, très bien. Mais après, il y avait d'autres associations, comme on le disait, d'autres sociétés. Mais cet argent-là, vous ne voyez jamais, par exemple, cet argent une rétribution pour les petits lieux de culte, pour la construction des mosquées, pour la construction des écoles, des lycées. Quand on voit qu'aujourd'hui en France, il n'y a plus de lycées musulmans, le dernier Cambi vient l'État ne veut plus l'aider sur le plan financier. Mais par contre, le Hamhalal, qui quand même qui rapporte énormément d'argent, voilà, et c'est là que la communauté musulmane devrait s'unir, devrait trouver des solutions en disant soit cet argent-là, ça appartient à toute la communauté musulmane, parce que tout le monde participe. Voilà, c'est ça le drame. Et aussi le problème t'as les grandes mosquées de Marseille et de France. Ils n'ont même pas, par exemple, une main-d'œuvre, par exemple, qui est là-bas sur place. Et il y a 5 ou 6 millions de musulmans. Si simplement on fait un décompte du nombre de bêtes qui doivent être consommées par ces musulmans, toutes les abattoirs de France, ça ne leur suffit pas. Donc il y a une certaine partie de la viande qui vient de l'extérieur. C'est là où il y a la tricherie. Et il y avait un Européen qui était vétérinaire, qui était président d'une association de consommateurs, dont le siège, c'était à Lyon. Il a fait il s'est sacrifié. Et à la fin, il a failli être menacé de mort et tout ça. Donc, c'est un père de famille. Donc, il a arrêté le. Voilà, c'est ça. Parce que les abattoirs ici, si on prend par exemple, c'est Mohamed, la région PACA, ben, il n'y a plus d'abattoir. Je crois qu'il y a un abattoir à Tarascan ou qu'il y a un abattoir du côté de Carpentras. Mais combien de bêtes il faut s'agater par jour? 500, 200, 300 pour une population de 250 à 300 000 habitants dans la région des Bouches-du-Rhône. Il n'y a plus d'abattoir en France. Avec l'association pour le bien-être animal, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des abattoirs, ils sont fermés en France. Il n'y a pas d'abattoir. D'où est-elle pourvue? La viande, elle vient d'où? C'est la question que les musulmans doivent se poser. Elle vient d'où cette viande? Voilà, on fait un décompte très facile. On prend la région des Bouches-du-Rhône, 200 000 habitants. Il y a un ou deux abattoirs. Est-ce qu'ils vont suffire pour les 200 000 habitants? C'est là le travail que moi je dis que nous sommes encore loin de défendre les intérêts de cette communauté. Il faut que les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils s'investissent. Il faut qu'ils essayent de comprendre cette viande, elle vient d'où? C'est ce que j'appelle la traçabilité. Et c'est bien que tu en parles et j'aimerais bien que tu insistes sur ça. La traçabilité, c'est très, très important. C'est tout aussi important que Debha. La traçabilité, d'où vient cette viande et il faut voir de où elle vient et comment elle aboutit sur la table des cuisines des musulmans ou des non-musulmans. J'aimerais bien que tu insistes un peu là-dessus. Tu parles de la traçabilité, ce que tu es en train de dire. Pour la traçabilité, quand on sait par exemple que le Brésil, il a beaucoup de clients dans le monde musulman. Il y a plusieurs pays qui viennent de là-bas, soi-disant, halal, est-ce qu'on voit quelque chose? L'Algérie, elle importe beaucoup de viande du Brésil. Du Brésil, d'Argentine, enfin, oui, effectivement. L'Argentine, de tous ces pays-là.
Est-ce qu'il y a est-ce qu'un jour ils ont fait une enquête ou est-ce qu'il y a il y a un journaliste algérien, il y a une vingtaine d'années, un journaliste de journal Le Soir, il a fait une enquête extraordinaire. Il a failli se faire flinguer. Il a été obligé de fuir. Lui qui habitait en France, il a été obligé de fuir en Algérie. Parce que il y avait un trafic monstre. Voilà, c'est pour ça que le Ham Halal aurait dû être une rentrée d'argent pour aider la communauté musulmane qui est dans le besoin dans ces pays européens. Aujourd'hui, c'est les lycées qui ferment parce qu'il manque de moyens, les écoles qui ferment parce qu'il manque de moyens, et c'est là que cet argent devait être investi. Les petits lieux de culte qui sont obligés chaque vendredi de faire une quête pour pouvoir payer leur électricité, ou l'eau, mais ces gens-là, et juste, comme ça je vous laisserai la parole, le chiffre Non, d'affaires. continue. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est beaucoup plus important que les statistiques que moi je veux parler. Non, continue. Le chiffre d'affaires de la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon et la mosquée d'Ivry, en 2015-2016, si je ne me trompe pas, il a voisiné facilement dans les 2 millions d'euros par mosquée. Et dans les 2 millions d'euros, quand ils font par exemple le compte chaque année, oui, effectivement, nous avons eu des frais. Quels sont les frais? C'est des frais de gestion. C'est les frais, le bonhomme, soi-disant, il lui donne une voiture qui vaut, je ne sais pas combien ça vaut, il va dans les abattoirs faire la tournée, mais il n'assiste pas à tout. Si on devait vraiment s'occuper du halal, il faut être présent lorsque la bête, elle est sagatée. Voilà le muscle là. Et c'est vrai que c'est je dis, moi je ne vais pas employer un mot quand même qui est un peu dur, mais je le dirais, ça c'est mon point de vue. On a l'impression que c'est une mafia qui s'accapare tout cet argent-là. Voilà, que ce soit la mosquée de Paris, ou la mosquée de Lyon, ou la mosquée d'Ivry, ou même les autres sociétés. Et le bonhomme, il peut faire même, je ne sais pas moi, envoyer à ces gens-là en disant telle mosquée a besoin de ça, il ne vous répondra même pas. Parce que là, le soir, l'argent, ça les a complètement du jour au lendemain. C'est une masse d'argent énorme. Mais maintenant, on revient à la traçabilité. Moi, j'aimerais bien savoir la viande qui est vendue là en France, elle provient d'où? Voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Il n'y a plus d'abattoir, donc il faut bien qu'ils ramènent la viande de quelque part. Même les bergers qui sont dans les alentours de Marseille. Moi, j'avais un ami, le shérif, peut-être qu'il nous écoute. Il y avait un berger qui était du côté de Toulon. Il a voulu monter un abattoir parce qu'à l'époque, pour monter un abattoir de moyen, pas avec à l'époque, c'était pour 20-25 millions de centimes, il pouvait monter un abattoir. Donc, c'était facile pour le monter. Et le berger, il s'est engouffré, mais malheureusement, on lui donne la possibilité simplement d'utiliser l'abattoir que pendant les fêtes. Pendant l'Aïd Kbir, ou l'Aïd Sghir, ou une fête musulmane, pour qu'il exerce. Et on avait fait une demande à l'époque à la préfecture de Toulon pour essayer de leur dire de laisser les abattoirs ouverts toute l'année, ne serait-ce une fois par semaine. Les gens y viennent, il y a le sacrificateur qui est là-bas sur place, il bat son agneau, son mouton, dans la propreté, en toute légalité. Mais ça a marché un certain temps, après ça s'est arrêté. Pourquoi? Dieu seul le sait. Et je défie quiconque qui peut me prouver la viande qu'on est en train de consommer là en France, elle provient d'où? Là, tu sais, tu abordes un sujet, c'est pour ça que j'avais dit, je voulais que tu parles de la traçabilité, parce que ça, c'était un des éléments qui, à mon avis, perturbe non seulement les consommateurs de la viande halal, ou tout simplement, bon, on parle surtout de la viande, mais tous les produits halal, c'est dû, quand tu as un marché, comme tu as dit, de 200 000 personnes, et puis tu n'as pas d'abattoir, tu demandes d'où vient la viande. Mais je me souviens, et puis ça c'est encore en France, je ne sais pas si tu te souviens, c'est Hamburger qui s'était retrouvé dans la chaîne de viande congelée, ou c'est la plus... Picard. Et ils se sont aperçus que dans la viande congelée, c'était marqué pur bœuf, il y avait de la viande de cheval dedans. Tu te souviens de ça? Oui, oui. Comment ils ont réagi? Tout de suite, ils ont vidé les rayons. Les entreprises ont été poursuivies, etc. Mais en ce qui concerne le halal, et c'est là où je te rejoins, il n'y a pas, encore une fois, comment je veux dire, cette traçabilité,
Je me pose la question, quand tu as un marché aussi énorme, d'où vient cette viande? C'est pas possible que c'est seulement chez les petits chevriers ou les petits bergers qui se trouvent en France ou en Europe. Donc, d'où vient cette viande? Et comment se fait-il qu'il y a eu des scandales, bien évidemment? Ils n'ont jamais été relevés. Ça reste toujours, encore une fois, quand tu vois dans le rayon halal, il n'y a pas d'où ça vient, par qui c'est fait, etc. Tu sais, comme quand tu as les produits français, ils te disent bœuf de, je ne sais pas, par exemple, d'Auvergne ou Chamois, avec le fameux bœuf d'Auvergne que vous avez. Enfin, c'est très, très cher. Et tu dis, ça, c'est l'origine 100% française. Et Pas le charolais. le charolais à Le Texas. charolais. Et ça, par contre, sur les produits halal que tu trouves sur les viandes pardon, halal qui se trouvent sur le marché, je ne me souviens pas avoir vu viande d'origine française, voilà, espagnole, voilà, X, Y, voilà, Z. Ça, c'est déjà une première chose. Bon, maintenant, tu parlais de la mosquée de Paris. Moi, il y a beaucoup à dire sur la mosquée de Paris. Bon, je ne sais pas si je peux parler de Hafiz, bon, bien que ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, je vais éviter de politiser, de faire une controverse. Mais la mosquée de Paris, quand tu parlais des charges, etc., toutes les charges de la mosquée de Paris sont payées par l'Algérie. C'est-à-dire l'Algérie, elle donne un Que les budget chaque année. 150 imams ou les 200 imams qui sont ici, qui ont été délégués auprès des mosquées, dépendants de la mosquée de Paris, sont payés par l'Algérie. Ça coûte, je crois, l'équivalent, il y avait un article qui était sorti, je crois, dans la presse algérienne, ça coûte à peu près l'équivalent de 2 milliards d'euros par an pour la mosquée de Paris. En plus de ça, la mosquée Paris reçoit bien sûr zakat, etc. Mais non seulement ça, mais tu parlais du halal. Je ne sais pas quelle est pour avoir la certification du halal. Bon, moi, les chiffres que j'ai eus, ça, ils te disent ça va de 500 000 euros par an, ça peut monter jusque de 3 milliards par an. Je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, si tu peux, ou si tu les as, si tu peux en parler. C'est-à-dire l'argent qui est récolté par les associations et par les mosquées. Justement, les trois grandes mosquées en 2014 ou 2015, les gens ils peuvent taper sur Internet et voir directement leur chiffre d'affaires. Sur un chiffre d'affaires entre 1 million et 2 millions d'euros, la plupart, 80 à 90%, ils ont frais de gestion, frais de machin, comme quoi qu'ils vont dans les abattoirs, quand ils vont dans les machins, dans les trucs, pour pouvoir s'accaparer, pour montrer où va cet argent. Et là, on ne voit jamais les autorités françaises. C'est un argent qui appartient à la communauté musulmane. Et bien sûr, bien sûr. C'est ça le muscle. Mais malheureusement, personne n'en parle. Aujourd'hui, les mosquées. Bon, là, je vais être obligé de politiser. Je m'excuse, hein, je vais sortir du sujet. Et tu m'arrêtes si je dépasse les limites. Je prends la dernière déclaration de la mosquée de Paris par le Hafid, par lui-même. Elle n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être. Et ça passe. D'un autre côté, il se tait sur la bonne gestion, entre guillemets, de l'argent de la mosquée. Il est toujours en train d'aller commander de l'argent en Algérie. Puis là, pour défendre la communauté algérienne qui est en France, qui est dans les ghettos, on n'a jamais dit un mot ou très peu. Par contre, là, il vient me dire qu'il faut prier pour la République et pour etc. Enfin, je ne veux même pas trop. Mais c'est ça, ce manque de transparence. Je pense que c'est, encore une fois, à la communauté musulmane de demander, non seulement comme on demande la certification du halal, on peut demander aussi cet argent que moi je donne à la zakat, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez construit des écoles? Est-ce que vous avez aidé les gens qui étaient dans le besoin, etc., etc., au lieu de vous balader dans des grosses voitures 6 cylindres et faire les plus grands hôtels du monde, etc., etc., etc. Bon, je ne vais pas polémiquer. En plus, vous finissez par faire une demande de prière chaque vendredi pour protéger la République française, alors que vous n'avez jamais été foutu de dire un mot sur la ghettoisation qu'on a fait de ces pauvres musulmans français. C'est ça, quand tu parles de transparence, on peut en parler, ça ne s'arrête pas au halal, ça va beaucoup plus loin. Et moi, je dis encore une fois, ça devient politique. Ça devient politique. Je parlais quand il y avait la viande hachée qui était vendue 100% bœuf, mais qui avait du cheval dedans. On les a fermés tout de suite, on a tout enlevé. Je me demande s'ils vont faire ça un jour avec les escrocs, entre guillemets, qui donnent la certification halal à des produits qui ne le sont pas. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, je m'excuse encore une fois, Nordine. Si tu veux dire un mot là-dessus, continue. Sinon, je vais passer pour les chiffres au niveau mondial, sur le marché mondial. Halal, tfadal.
Non, juste, la mosquée de Paris en ce moment, c'est vrai qu'elle est en train de subir ce que subissent les Algériens en France. Parce que là, c'était le ministre de l'Intérieur. Ils en ont Oui. fait, il est en train de préparer je ne sais pas quoi, mais ils veulent faire à tout prix pour détruire cette mosquée-là, pour l'enlever de l'Algérie, qu'elle ne soit plus gérée par des Algériens. Ah oui, ça court ces bruits pour s'attaquer parce qu'ils veulent une riposte à ce qui s'est passé pour Boualem Sansal, pour tous ces gens-là. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas, c'est Mohamed. La Mhm. mosquée de Paris, elle est régie par les Houbous. Oui, c'est ça, oui. Mhm. Et Mhm. les Houbous, c'est des biens qui sont inalléables, qui peuvent ni être vendus, ni être achetés, ni être ça. Et dans Mais au même l'association, titre que les églises et les synagogues, je veux dire, c'est. Mhm. cette association des Houbous qui gère la mosquée de Paris, la majeure partie des adhérents de cette association, dont Dalil Boubacar, parce que c'est son père, c'était lui qui était président de cette association-là, elle est tenue par l'Ouad. Mais là, ils sont en train de. Pourquoi? Parce que c'est une opacité. Il n'y a pas quelque chose de. Voilà qu'est-ce que j'ai gagné, voilà qu'est-ce que j'ai fait de cet argent et tout. Et c'est vrai qu'on l'Algérie, chaque année, elle donne. Elle aide la mosquée de Paris avec des sommes énormes. Ah, là, Avec des les chiffres, c'est ça. J'ai les chiffres, je les ai vérifiés, c'est 2 milliards. c'est des sommes énormes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je pense que le meilleur moyen, c'est la traçabilité pour tout le monde. Et surtout, si Mohamed, la viande qui est séparée mécaniquement, tous les jambons, toutes les saucissons, les machins, la viande qui est séparée mécaniquement, il y a plein d'os qui sont avec cette viande-là. Est-ce que halal ou haram, n'importe quoi? Mais malheureusement, pour avoir le label pour être sacrificateur et avoir le label, il faut passer par le ministère de l'Agriculture. Et le ministère de l'Agriculture, normalement, il est en face à des gens qui sont capables, qui sont compétents, qui sont menés. Et là, ils ont donné des autorisations à pas mal d'associations, pas mal en fonction des affinités, d'approche des frères musulmans, d'approche d'Algérie, d'approche du Maroc, d'approche du au détriment de toute la communauté musulmane qui vit en France. Là. La communauté musulmane en France, elle a besoin d'écoles, elle a besoin de lycées, ce qui est la chose la plus importante. Bien Malheureusement, sûr. il n'y a plus de lycée. Le dernier lycée, on l'a fermé, le Kandi, qui est la région de lyonnaise. Ils ne vont plus l'aider financièrement. Donc, vous voyez dans quel état. Par contre, vous allez ouvrir demain un lieu de culte, de suite, ils vont vous autoriser, parce qu'elle a laissé les lieux de culte s'ouvrir dans chaque. À Marseille, il y a plus de 100 lieux de culte. Mais lycée, heureusement, il n'y a qu'un seul lycée à Marseille qui existe, et je ne sais pas si on va encore l'attaquer. Ben là, je vais faire peut-être une petite parenthèse. On parle de la laïcité et que la République ne doit pas s'insérer dans l'éducation. Moi, je viens du Nord, il y avait plusieurs écoles catholiques. Il est vrai que bon, tous les frais généraux, etc., étaient payés par l'Église ou bien la synagogue. Hein. Moi, je parle, bon, moi-même, j'ai fait un lycée, comment dit-on, les jésuites. Mais une chose que je sais, c'est que les professeurs, ils étaient payés en partie par l'éducation nationale. Et ça, je demande aux auditeurs de vérifier, d'aller sur Google, et vous allez être étonnés de la proportion, je ne vais même pas vous la dire, mais vous allez être étonnés de la proportion des salaires des professeurs dans les lycées privés, surtout catholiques. Je parle catholique, je n'ai pas dit les lycées privés sans connotation religieuse, je parle des lycées catholiques. Ça, bon, ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, en ce qui concerne, encore une fois, la mosquée de Paris, je vais clore là-dessus. Hafiz, bon, personnellement, c'est une personne que je n'apprécie pas beaucoup parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire quand il y avait, par exemple, des jeunes Algériens ou des jeunes musulmans, devrais-je dire, qui se faisaient descendre qui étaient tués, par exemple le gosse à Nanterre, etc., qui a été tué par la police. Il a été massacré, il a été tué à bout portant, puis il n'a pas dit un mot là-dessus. Maintenant, ils disent que bon, il faut protéger la République. Oui, je suis d'accord avec lui, mais il faut protéger, il devrait faire aussi demander à ses emails qui protègent aussi tous les enfants de la République, y compris les musulmans. Et ça, c'est une opinion personnelle. Maintenant, pour parler du marché mondial, parce que là, je voulais parler un petit peu, je vais faire une petite introduction avec des chiffres. J'espère que je ne vais pas trop vous embêter avec mes chiffres, mais Non, mais marché. il faut que les gens sachent que c'est un marché colossal. Il faut Ah qu'ils le oui, sachent. alors le marché mondial, il est en plein essor.
Et son influence, je veux dire, c'est encore une fois, je répète, c'est pas seulement chez les musulmans. Non, le marché mondial est en pleine expansion parce qu'il y a une influence aussi qui dépasse largement les frontières des pays traditionnellement musulmans. Il englobe une variété de secteurs, des éléments, des éléments de ce qu'on appelle entre guillemets halal. Il y a les aliments, il y a les boissons, il y a les cosmétiques, il y a les produits pharmaceutiques. Il y a le textile, il y a les services financiers. Vous avez tous entendu parler de banking, Islamic banking, les banques musulmanes, et bien évidemment aussi pour le tourisme. Et là, l'augmentation de la population musulmane mondiale, ainsi que l'intérêt croissant des consommateurs non musulmans pour des produits, c'est encore une fois des marchés qui sont énormes, qui sont en éternelle augmentation. Il ne faut pas oublier que la population musulmane, c'est 25% de la population du monde entier. Faites vos calculs. Alors là, il faut qu'il y ait une définition maintenant, en fonction de ce que je viens de dire, une définition du marché halal. Bon, d'abord, le terme halal, tu en as parlé un petit peu, moi je vais prendre ça au point de vue économique. Le terme halal, ça désigne quoi? Ça désigne ce qui est permis, qui est licite selon la loi islamique. Ça s'applique principalement aux aliments et boissons, mais aussi maintenant à d'autres produits de services, comme les cosmétiques, comme je viens de dire, les produits pharmaceutiques, les services financiers, c'est-à-dire les banques, et même le tourisme musulman. Les produits doivent répondre à un ensemble strict de normes et de la préparation des aliments à la fabrication des produits, garantissant qu'ils sont conformes aux principes islamiques avec toute leur traçabilité. Ça, c'est très important. Bon, quand je parle de ça, et aussi, toi, peut-être que je vais te demander après justement de nous dire, et je sais qu'on en a déjà parlé, comment le terme halal s'est devenu et s'est familiarisé en France. Mais ça, je finis ma petite présentation, puis je te demanderai gentiment de revenir sur ce terme halal. Non seulement la connotation religieuse que je viens de dire, mais aussi la connotation sociétale en France. Alors maintenant, on parle de la taille et la croissance du marché mondial. Le marché mondial des produits halal, en particulier dans les secteurs alimentaires, connaît une croissance mais vraiment énorme. Je vais vous donner quelques chiffres. Je m'excuse encore auprès des auditeurs, je vais vous embêter un peu avec ça. L'estimation de la taille du marché, selon certaines études qui ont été faites, la taille du marché mondial des produits halal pourrait atteindre 2,6 trillions de dollars, pas billion, hein, trillions, des milliards de dollars d'ici 2025. Énorme. 2,6 milliards de dollars. Cela comprend les secteurs, bien sûr, que je viens d'énumérer, alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et les services financiers. Au milliard, combien ça fait? 1000 milliards. 1000 milliards. 1 trillion, c'est 1000 milliards. Maintenant, il y a, si jamais je fais des erreurs, il faut me le dire. Hein. Puis après, tu peux google it, comme on dit. Puis il y a la croissance rapide. Le marché des aliments de boissons halal devrait croître de 5 à 10% par an. Quand il y a une croissance de marché d'1 ou 2%, c'est énorme. Là, on parle d'une croissance de marché de 5 à 10% par an. Et c'est soutenu par une augmentation aussi de la population musulmane, comme je disais tout à l'heure, qui représente à peu près 25% de la population mondiale. Ce qui veut dire qu'en clair, que les ménages musulmans sont en train d'augmenter. C'est là où il y a un taux démographique qui est énorme. Le taux démographique est énorme par rapport au taux européen ou en général occidentaux. Et ça, c'est une émergence de nouveaux consommateurs. Et il faut rajouter à ça les consommateurs qui ne sont pas musulmans, mais qui sont attirés par les produits halal, comme je disais tout à l'heure, pour des raisons éthiques, de santé et de sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, ils savent ce que c'est. Je parle du marché mondial, hein, je ne parle pas seulement de la France. Maintenant, il y a les secteurs du marché halal. Le marché mondial halal ne se limite pas, encore une fois, je vais répéter, aux aliments ou aux boissons. Il y a les aliments, les produits alimentaires halal comprenant les viandes, surtout de volaille. On a parlé de Doux tout à l'heure, cette entreprise française qui maintenant fait des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires parce que, comme tu as dit, ils ont compris l'importance que le marché musulman représente. Il y a aussi donc les produits laitiers, il y a les pâtes, il y a les snacks, il y a les conserves, il y a les plats préparés. Tout ça, ça fait partie du marché alimentaire. Quand vous voyez maintenant que McDonald's, Burger King, ils ont des hamburgers halal. Là, on parle de milliards de dollars de chiffre d'affaires.
la franchise de McDonald's et de partout dans le monde. Ensuite, là, je parlais des aliments. Puis après, il y a les boissons. Alors, les boissons halal, elles incluent les jus de fruits, les boissons gazeuses, le lait, les alternatives de lait, le lait aux amandes, le lait au soja, etc. Il y a les boissons alcoolisées. Alors, quand on parle de les boissons alcoolisées, en revanche, elles sont interdites, absolument interdites dans le cadre des principes halal. Ce qui a conduit à l'innovation de quoi? Si vous avez tous remarqué maintenant, il y a l'innovation de produits sans alcool et sans produits intoxicants. Vous avez maintenant ce genre de produits. On parlait, par exemple, avant des produits cosmétiques sans alcool. Maintenant, c'est des produits, c'est des boissons sans alcool. Encore une fois, c'est des parts de marché qui sont énormes. Puis ensuite viennent les cosmétiques et les soins personnels. Les produits cosmétiques halal sont de la peau, le maquillage, les produits capillaires, etc. Ils connaissent une popularité croissante. Ces produits sont fabriqués sans ingrédients interdits dans l'islam, comme la gélatine. Vous savez, la gélatine, on la retrouve dans beaucoup de prix. La gélatine est non seulement utilisée dans les produits cosmétiques, mais elle est aussi utilisée dans les produits, par exemple, la pâtisserie. L'alimentation, il y a beaucoup de gélatine dans les gâteaux, dans Il y a les des gens qui veulent justement ça. Et là, tfadal, oui. Là, bon, donc, je vous ai parlé donc les aliments et les boissons. Maintenant, je viens de vous parler des cosmétiques et des soins personnels. Et puis, un marché qui est très important, parce que c'est le plus cher, c'est le marché de la pharmaceutique. Le marché pharmaceutique halal connaît une croissance rapide avec une demande accrue pour des médicaments, des suppléments et des produits de santé halal. Cela inclut des produits comme les capsules, par exemple, qui ne doivent pas être traités à partir, comme je disais tout à l'heure, à l'instant où tu l'as confirmé, la gélatine. Beaucoup de gens ne savent pas, mais la plupart des capsules en produits pharmaceutiques, c'est à base de gélatine. Là, les produits pharmaceutiques halal vont enlever ça. Et évidemment, ces médicaments doivent être faits selon les principes de la charia, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait d'alcool qui est encore ajouté, etc. Ça, c'est pour les produits pharmaceutiques et c'est, je veux dire, la partie qui est la plus en croissance et celle qui ramène le plus d'argent. Et vous avez ensuite, bien sûr, les services financiers halal. Maintenant, avant, on n'entendait pas parler de Islamic banking, de finance islamique. Mais maintenant, de plus en plus, vous avez des services financiers halal qui incluent des produits comme les comptes bancaires islamiques, des assurances, taqafoul, alors que les assurances, il y a toujours cette controverse, mais maintenant, ça, on peut le faire. Il y a des produits, les assurances qu'on appelle taqafoul qui sont islamiques et des instruments d'investissement comme le surqout, c'est-à-dire les obligations islamiques. Ce secteur devrait continuer à se développer, notamment dans les régions, bien sûr, le Moyen-Orient, mais l'Asie du Sud, bien sûr. L'Asie en général, l'Indonésie, c'est le pays le plus peuplé de musulmans. Et maintenant, ça vient en Europe. Moi, j'ai vu des banques françaises, par exemple, je suis allé, c'était sur les Champs-Élysées, il y avait la BNP, puis il y avait un petit panneau qui était presque invisible, Islamic Banking. Et c'était en anglais, c'était même pas en français. Islamic Banking. Donc, on voit quand même que les services financiers, maintenant, commencent aussi, je ne parle pas des services financiers chez nous dans les pays musulmans, mais aussi dans les pays non musulmans, eu égard à la communauté musulmane qui réside chez eux. Bon, maintenant, je parlais du tourisme. Ben oui, il y a des voyages halal. L'industrie du tourisme halal avec des services comme des hôtels halal, des voyages organisés et des croisières halal. Ça connaît aussi une expansion importante. Les destinations comme la Malaisie, Dubaï ou la Turquie, ça attire des voyageurs musulmans et ils veulent être dans un environnement halal, dans un hôtel où il n'y a pas d'alcool, etc., où la tenue décente est exigée. Et ça aussi, c'est des marchés qui sont en pleine croissance. Bon, maintenant, les facteurs de croissance, bon, on peut en parler. Il y a le premier facteur de croissance dans les pays musulmans, ben, c'est la croissance c'est la croissance démographique musulmane. La population musulmane mondiale est en pleine croissance et elle aussi, elle est en constante augmentation, ce qui stimule la demande pour des produits de services conformes au halal, c'est-à-dire à la charia halal. Il y a, comme je disais, 25% de la population mondiale qui est musulmane et ce pourcentage devrait être sans cesse en augmentation dans les années à venir. Et ça, bien sûr, toutes les sociétés de marketing qui font de la projection pour la consommation et les marchés à conquérir, évidemment,
il tient compte de cette croissance démographique. Maintenant, quand je parle de la croissance démographique, et aussi, il faut qu'on prenne aussi en compte la sensibilisation croissante à la qualité et à la santé. Tu en as parlé encore tout à l'heure, Nourdine. C'est très important. Les consommateurs, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ils choisissent de plus en plus, et ça des études qui ont été faites aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, ensuite en Suisse, et je vais les nommer après si vous voulez, pour ceux qui veulent ou qui m'envoient un message, je leur donnerai toutes les références. Les non-musulmans, pourquoi? Du halal, c'est pour des raisons, bien sûr, pour les musulmans religieuses, mais pour les non-musulmans, c'est pour la qualité perçue de ces produits, considérés comme plus sûrs, encore une fois, en ordre d'une traçabilité, plus propre et souvent plus éthique. Bon, tu as parlé d'une chose qui était importante au début de cette émission, c'était l'abattage halal et comment il est perçu et comment on peut le garantir. Bon, bien sûr, il y a quelques challenges, tu en as parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une sensibilisation croissante aux non-musulmans qui vont acheter halal parce qu'il y a une question de qualité pour la marchandise et les produits halal. Maintenant, le marché non musulman, parce que là, je parlais que des marchés musulmans et des marchés non musulmans qui viennent en périphérie, mais maintenant, si on rentre un peu plus dans l'analyse, il y a une proportion croissante de non musulmans aux États-Unis, par exemple, et en Angleterre. Encore une fois, parce qu'ils rapprochent la notion de halal à la notion bio. Il n'y a pas de produits chimiques qu'on donne aux animaux. Les poulets, ce n'est pas la poudre de poisson, non, c'est bio. Et ça, aux États-Unis et en Angleterre, vraiment, ça prend on dirait, c'est plus périphérique comme je disais avant, maintenant ça devient vraiment une grande part du marché. Maintenant, il y a comment dirais-je, encore une fois, je vais revenir sur pourquoi le marché halal est aussi en extension, on en a parlé, mais je vais quand même insister puisque je parle du mondial. L'essor des technologies qui a assuré la traçabilité et la transparence des produits halal. Ça, tu prends l'exemple des États-Unis ou de l'Angleterre, j'aimerais bien que cet exemple, parce que tu l'as cité, que la traçabilité de la viande, particulièrement de la viande, mais en général des produits halal, soit étiquetée, comme ils font aux États-Unis, par exemple, et en Angleterre. Ça renforce la confiance des consommateurs dans l'intégrité. C'est pour ça que, je répète encore une fois, part croissante dans les marchés halal qui viennent des non-musulmans, je parle des États-Unis. Et je pense qu'aux États-Unis, ça va jusqu'à 5%. C'est énorme quand vous avez un marché de 5% comme sur un marché des États-Unis. Je parle des non-musulmans. Hein. Bon, maintenant, comme toute chose, il y a des défis. Et le premier défi, et là, je crois que je te posais la question, Nourdine, et tu vas y revenir, c'est les normes et les certifications. Donc, il y a un manque d'uniformité dans les certifications halal. Et c'est pas seulement en France, mais je crois que c'est dans toute l'Europe, beaucoup moins aux États-Unis et en Angleterre, mais là, en France particulièrement et en Europe en général, il y a un manque d'uniformité dans les certifications halal et ça, c'est dû encore une fois à quoi? Tout simplement à la traçabilité. Puis évidemment, il y a un coût de production. Les produits halal sont un peu plus chers parce que c'est des raisons pour les processus pour élever les animaux, par exemple, dans la viande halal, mais aussi spécifique dans ce qui est dans les composantes des produits pharmaceutiques, par exemple. Dans les boissons, ça revient un peu plus cher, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Et enfin, vous avez les chaînes d'approvisionnement. L'approvisionnement des produits halal certifiés dans certaines régions peut être un défi, en particulier dans les pays où l'infrastructure halal n'est pas très développée. Je parle par exemple, bon, pas la France ou l'Allemagne, mais d'autres pays européens. Maintenant, vous allez être surpris. Vous savez, les principales entreprises qui nourrissent les organisations de certification, je vais vous les citer. Je vais vous en citer quelques-unes seulement. Parce qu'ils doivent aller chercher ce certificat. Vous avez le grand groupe Nestlé, multimilliard groupe, Unilever, Coca-Cola, j'ai cité McDonald's. Ça,
ce que je viens de vous citer, c'est des entreprises qui font partie des Fortune 500 et qui sont tous occidentales. C'est très important de prendre ça. C'est pour ça que je veux dire encore, bon, je vous ai embarrassé avec les chiffres, là je vais conclure. Le marché mondial de halal, il est vaste, il est en pleine expansion. Bien sûr, l'élément principal, c'est la croissance démographique des musulmans qui se préoccupent de plus en plus du respect de leur religiosité dans les achats. Et vous avez, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, l'ouverture croissante des consommateurs non musulmans parce que ce marché représente une opportunité importante. Et les entreprises, celles que je viens de citer, je parle seulement des occidentales, je répète, Nestlé, Unilever, Coca-Cola, McDonald's, ils ont compris que c'était des marchés porteurs, qu'il fallait les prendre en considération. On n'a pas d'amis communs, on n'a pas d'ennemis communs, on n'a que de l'argent pour le business qui devient commun. Et au plus d'argent vous pouvez vous faire, au plus, maintenant, c'est où? C'est dans les marchés, justement, halal, dans les pays musulmans, avec, bien sûr, cette partie des musulmans. Voilà, Nordine, j'espère que je n'ai pas été trop confus en vous balançant tous ces chiffres, et je te laisse la parole. Oui, c'est le problème de la traçabilité. Il y a une loi en France qui oblige les boucheries de mettre en bas de la viande qu'ils vendent la traçabilité, comment elle a été achetée, à quel endroit, et à quelle ferme, elle existe. Mais simplement, elle n'est pas appliquée. Moi, je dis sincèrement que j'ai vu halal, l'estampille halal, par exemple de la mosquée de Paris, voilà, d'autres mosquées, mais j'ai jamais vu d'origine. À côté, quand il y a le bœuf, ils te disent c'est un charolais. Voilà, tout à l'heure, Mohamed, tu as parlé du charolais. Il y a un autre problème aussi. Je peux dire que même c'est de l'escroquerie. Des gens qui achètent de la vache, qui la font passer pour du bœuf. Oh mon Dieu, ouais. C'est pour ça que c'est un marché que... Bon. Maintenant, sur le mot halal, comment cela se fait-il qu'en France, on a accepté le mot halal? Voilà, c'est ça que je voulais que tu parles. En 72-73, il y avait un ministre de la Culture, je crois qu'il s'appelait Jacques Toubon, mais un peu plus, 77-78, et M. Jacques Toubon a interdit de faire de la publicité autre que la langue française. Il interdisait même la publicité en anglais, tout ça. Et à Marseille, il y avait un boucher qui a voulu mettre halal. Il a été un peu... on lui a tiré un peu les oreilles. La police lui dit c'est interdit de mettre le mot halal parce que ça n'existe pas, c'est pas quoi. Et il y avait un certain, on l'aime ou on l'aime pas, mais on est obligé de dire c'est grâce au Bachar Aboualem qui a pris cette affaire en main et qui a obligé que n'importe quelle boucherie pouvait mettre le signe de halal. Voilà, c'est pour ça que après ça a pris de l'ampleur. Si le halal, tout à l'heure, si Mohamed vous avez parlé des boissons, toutes les boissons, que ce soit Coca, que ce soit, c'est des boissons qu'on consomme ici en France, il y a un degré d'alcool dans ces boissons-là. Mais les ulama, les savants musulmans, ils ont dit quand il y a par exemple une grande consommation s'il y a par exemple, supposons 10 000 litres de boissons, et dans ces 10 000 litres, il y a un pourcentage ou la moitié d'un pourcentage d'alcool, on peut en consommer. Parce que dans la masse, après, elle est inexistante. Voilà. Mais pour la traçabilité, la loi, elle existe en France. Vous allez dans une boucherie, quelle qu'elle soit, européenne ou la française, on l'appelle comme on veut, et vous voyez la traçabilité que ce bœuf ou cette vache ou cet agneau, il provient de telle ferme, de tel endroit, et qu'il est passé par tel abattoir. Et les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent. Mettons, pourquoi les Européens, ils préfèrent, il y a beaucoup d'Européens qui achètent de la viande halal, ils achètent de la viande halal parce qu'ils savent qu'elle est sagatée et qu'elle est vidée de son sang, donc elle se conserve mieux. On peut la mettre au frigo. Par contre, quand on l'étourdit, le sang est à l'intérieur et c'est ça que ça crée des problèmes de santé. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus saine, la viande qui est sagatée, par exemple, par des professionnels. Voilà, et tout à l'heure, vous avez parlé en Amérique, en Russie, 80% de la viande qu'ils consomment, elle est sagatée par des professionnels, par des vétérinaires, par contre, c'est très strict aux États-Unis. Oui. Mais là, en France, vous allez à la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon, vous achetez une attestation
c'est pas moi, pour 500 la promener, il y a une attestation de sacrificateur, et vous vous présentez dans les abattoirs, dans les machins, et c'est ça le. Bon, à la coulée, mais ça viendra, ça j'en suis persuadé. تفضل سي محمد تفضل. Moi, c'est-à-dire, ce que je suis en train de regarder, c'est que le marché, comment dirais-je, halal dans le monde entier, c'est quand même, bon, je disais 25% de la population mondiale, c'est-à-dire que c'est plus de 2 milliards de personnes. C'est 2 milliards de personnes quand même, les musulmans. Les consommateurs musulmans constituent quand même un segment en forte croissance. Bon, moi, j'ai vécu en Arabie Saoudite, par exemple. L'Arabie Saoudite, ils sont très, très, très sévères en ce qui concerne tout ce qui est importation de produits. Puis eux demandent la traçabilité et ils envoient leur propre, comment dirais-je, oui. Maintenant, je dis, c'est des, dirais-je, le marché il est énorme quand vous avez des entreprises comme, je vous disais, Unilever, Nestlé, McDonald's, etc. C'est pas pour rien qu'ils investissent dans ce marché-là. Parce que c'est, un, pour leur croissance, et deux, c'est que c'est un marché qui est en constante évolution, eu égard à sa démographie. L'Europe vieillit, les États-Unis aussi, la population vieillit, alors que vous avez les marchés musulmans, que ce soit l'Indonésie, ou bien même en Afrique, quand il y a le Nigeria, etc. Parce que bon, les pays arabes, je crois qu'on est le premier pays arabe, je crois que c'est le 5e, c'est l'Égypte. Là, vous avez l'Indonésie, vous avez le Nigeria, vous avez le Pakistan, même l'Inde, où là, j'ai cité des pays où il y avait plus que 100 millions de musulmans à l'intérieur de ces pays-là. Même la Chine, la Chine, on en parle, les chiffres officiels chinois, je crois qu'ils disent qu'ils ont 30 ou 40 millions. C'est pas vrai, ils sont près de 100 millions. Et tout ça, les entreprises, les grandes corporations, Fortune 500, ne peuvent pas ignorer je veux dire, ça fait partie de leur plan économique que le marché halal, c'est une étape naturelle pour eux pour transformer leur politique de marketing, pour transformer leur politique de vente, pour répondre aux exigences de ce monde musulman. Moi, il y a des, comment dirais-je, il y a des fonds publics d'investissement qui se fait, mais pour les pays musulmans, évidemment, pour la recherche, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Bon, on parle toujours de la recherche scientifique pour découvrir de nouveaux produits pharmaceutiques, etc. Maintenant, vous avez toutes ces entreprises, ils ont des départements entiers qui sont consacrés à la meilleure manière, bien sûr, de voir les pays musulmans, mais surtout d'y pénétrer. Et croyez-moi, ils dépensent des milliards et des milliards de dollars pour trouver la meilleure manière de s'accaparer de ces marchés. Bon, en Arabie Saoudite, bien sûr, ils font des associations 51-49, mais d'autres pays font exactement la même chose. Et ces marchés, ces compagnies dont je viens de parler, savent qu'il y va même de leur survie. C'est pour ça que je ne pourrais cesser de dire que l'importance du marché halal, c'est encore une fois, à nous d'en faire prendre conscience d'abord aux musulmans et de ne pas laisser un vacuum comme ça qui a été fait. Tu parlais de Doux, par exemple, tout à l'heure, je reprends cet exemple, qui en 70, c'était une petite exploitation qui se trouvait du côté de la Normandie. Maintenant, je crois qu'ils ont 4 ou 5 usines. Enfin, j'appelle ça des usines, c'est plutôt de l'élevage. Alors, je ne sais pas si je suis assez clair dans, comment dirais-je, dans... Alors, vous avez parlé de Takaful pour les assurances, pour les banques islamiques. Ah oui. Nous avons la chance à Marseille d'avoir un jeune qui a beaucoup étudié sur ça, qui a une thèse, qui est allé de partout. Je ne vous promets rien, mais Inch'Allah, je vais faire en sorte que samedi prochain, on le fera inviter, comme ça il fera une émission sur Takaful. Il est de Marseille. Ah oui. Il a créé la première, une sorte de mutuelle. Et les gens, par exemple, qui s'assurent, ils s'assurent pour une certaine somme. Et quand ça arrive un malheur, ils ont en fonction du prorata, en fonction de. Et il s'est battu pour tout ce qui est banque islamique et tout ça. C'est un professionnel, c'est un jeune, plein d'avenir. Je vais essayer, si j'arrive à prendre contact avec lui, Inch'Allah, et samedi prochain, il fera une émission sur la finance islamique. Il a créé la première mutuelle Takaful en France.
C'est un monde quand même un jeune, il a la tête sur les épaules, il a le. Je vais essayer de prendre contact avec lui et lui proposer. Et s'il est d'accord, Inch'Allah, dimanche prochain, samedi prochain, on fera des missions sur la finance islamique. Justement, en parlant de finances, moi, je peux raconter une petite anecdote en tant que banquier. Vous êtes un professionnel de la finance islamique ou vous étiez banquier? Non, malheureusement, j'ai quelques notions, mais je ne peux pas dire que je suis un professionnel. Non, moi, j'étais vraiment dans la finance. J'aime pas le mot banquier, surtout parce que quand on dit banquier, on pense toujours à Macron. Allah يخليك خليني منه هذاك. Compare-moi à qui tu veux, mais pas Macron. Non, j'ai été banquier. Bon, j'étais en poste en Arabie Saoudite, j'étais en poste en Égypte, etc. Mais bon, je voyais bien sûr qu'il y avait le Islamic Banking. J'ai essayé de m'initier, mais enfin bon, déjà, mon arabe et l'arabie m'intéresse bien. Puis je n'écris pas et je ne lis pas l'arabe, donc j'ai pas pu faire partie du team. Mais disons que je m'y étais intéressé. Mais pour te raconter une anecdote, justement, né où je suis né à Manhattan, il y a à peu près, enfin à l'époque, quand j'ai commencé ma carrière bancaire dans les années 80, il y avait peut-être, je veux dire, bon, je parle des mosquées, il y a un grand nombre comment dirais-je, de musulmans qui qui vont, etc. Et on a reçu une note d'un de mes directeurs qui venait de Jordanie et qui nous a dit, voilà, j'ai entendu dire que vous aviez, enfin dans le groupe où moi j'étais, moi je faisais groupe de credit, vous avez beaucoup refusé d'ouvrir, pardon, vous avez beaucoup de comptes qui viennent des mosquées de Manhattan, et beaucoup de ces gestionnaires de la mosquée se sont plaints que d'un côté, vous acceptiez de ne pas leur donner des intérêts sur leur compte, parce qu'à leur demande, mais d'un autre côté, vous continuez à leur charger des frais bancaires. Alors, en clair, c'est quoi? C'est que c'est les mosquées, ils venaient, ils acceptaient de déposer leur argent dans la banque, parce que bon, c'est très difficile aux États-Unis de travailler en finance si vous n'avez pas un compte bancaire. Mais ils disaient au directeur de banque que vous ne voulaient pas recevoir d'intérêt sur leur dépôt. Mais d'un autre côté, les directeurs d'agence continuaient à les charger pour les chéquiers, quand ils faisaient de la monnaie. Et c'était un Jordanien, c'était le directeur de MENA. MENA, c'est la région du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. Il leur a dit, si c'est comme ça, moi, je vais venir et tous ces directeurs d'agence, je vais les renvoyer pour un manque d'éthique. Il y en avait 12. Il y avait 12 directeurs d'agence qui ont été appelés. Parce qu'il a dit, il n'est pas normal que d'un côté, vous acceptiez leur argent, que nous, en tant que banquiers, on les fait travailler, on gagne 3 ou 4% dessus selon les investissements qu'on fait. Et eux, qui sont musulmans, que vous ont demandé de ne pas leur donner d'intérêt, vous avez accepté, mais vous n'avez pas fait le geste de faire, si tu veux, cette annulation de leurs frais bancaires. Et crois-moi que ça a fait beaucoup de bruit. Et c'est à partir de là, bon, moi, je ne connaissais pas, moi, là, encore une fois, j'étais, enfin, mes missions en finance religieuse, enfin, Islamic Banking était insignifiante, je ne connaissais même pas, parce que tous les pays que j'avais fait, c'était en Europe. Et je me suis dit, mais voilà, c'est là où j'ai compris qu'effectivement, il y avait des marchés à prendre. Il y a eu, maintenant, il y a de Islamic Banking dans presque toutes les banques américaines, que ce soit Citibank, que ce soit la Bank of America, que ce soit avant, il y a des, comment il s'appelle, Chase. Ils ont tous, peut-être pas dans toutes les branches, mais tous, ils ont leur directeur de marketing ou bien leur chargé de business development qui disent que nous faisons Islamic Banking. Et ça s'adresse non seulement maintenant aux mosquées, parce que c'était ça au départ, mais aussi pour des gens qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont des professions libérales, qui vivent bien sûr tous les jours et qui utilisent leur carte, mais ils veulent aussi ouvrir un compte islamique. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans mon message, mais c'est pour dire que bon, il y a une prise de conscience qui est faite non seulement des musulmans, mais surtout ceux qui veulent travailler avec les musulmans. La finance, le banking, Islamic Banking, c'est énorme comme marché.
Encore une fois, je viens de dire, c'est 25%. Et puis en plus de ça, il y a l'indice de richesse vive. Les pays musulmans comme Dubaï, ce n'est pas un pays musulman comme le Bangladesh. Ce n'est pas un pays musulman comme le Nigeria, l'Arabie Saoudite. Si vous voyez les investissements qui se font à l'étranger, Citibank, un des principaux actionnaires de Citibank, il vient d'Arabie Saoudite. Quand vous voyez toute cette masse financière qui se trouve dans les banques occidentales et qui viennent des pays musulmans, je pense qu'on peut développer ça. Et encore une fois, ça fait partie du marché entre guillemets halal. C'est ce que je voulais rajouter. C'est un jeune, je vais essayer de faire tout mon possible, Inch'Allah, de le contacter. Et j'en suis persuadé de faire une très bonne émission avec Inch'Allah, le samedi, Inch'Allah. Parce que là, c'est le professionnel. Il a créé la première mutuelle, si on peut l'appeler, Tekoufoul. Inch'Allah, ça viendra. On arrive à la fin de l'émission, c'est Mohamed. Ben là, je vais conclure en parlant de ça. Tu sais qu'en France, bon, malheureusement, j'ai oublié le nom, mais j'en parlerai samedi prochain. Une des premières banques en ligne a été créée par un Algérien. Parce qu'on lui refusait des facilités bancaires, etc. Bon, maintenant, je vais faire ça. Et il a fait ça. Et il fait ça, comment? Il fait ça avec finance islamique. Et il a réussi. Je vais retrouver son histoire. On va la raconter samedi prochain. Oui, je vois que oui, c'est vrai que ça fait 1 heure qu'on est là. Maintenant, ça passe très vite. Aujourd'hui, j'ai choisi un livre. Yad Ben Achour, c'est le fils c'était le président du Conseil constitutionnel en Tunisie. Oui. Baba Ben Achour, c'était un imam de grande qualité, mais ça fait très longtemps qu'il est mort. Il a écrit un livre, la deuxième Fatiha, l'islam et la pensée des droits de l'homme. Voilà, je ne sais pas si. Ah oui, l'islam et la pensée des droits de l'homme, la deuxième Fatiha, Yahid Ben Achour. Yes. Voilà. C'est vraiment un très très beau livre, c'est Mohamed. C'est un livre vraiment exceptionnel. Voilà, donc pour les gens qui nous écoutent, qui veulent vraiment s'informer, qui veulent. Voilà, l'islam et la pensée des droits de l'homme. Voilà, c'est Mohamed. Dieu sait si c'est important. Encore une fois, j'ai une petite pensée. Je voudrais que tu dises un mot aussi, si tu veux te joindre à moi, c'est que la paix règne sur le monde et je suis absolument ému quand j'en parle. C'est enfin cessez-le-feu qui a été signé, le Barah qui a été finalement accepté. J'espère que ça va durer, que ça va finir par la reconnaissance de l'État palestinien, parce que l'État palestinien, il ne faut pas oublier. C'est vraiment c'est une nouvelle, l'une des plus. On ne peut pas espérer mieux. Au moins que ceux qu'ils ont souffert ces 15 ou 16 mois, au moins qu'ils puissent au moins reprendre à vivre. On a vu les scènes atroces c'est catastrophique. Et ça restera quand même une tache noire pour toute l'humanité, c'est Mohamed. Ça restera une tache noire pour toute l'humanité, pour toutes ces puissances qui ont assisté à un génocide en direct. Là, c'est sûr et certain que ça. J'espère. Mais j'espère, parce que tout à l'heure, il y a eu des coups de feu à Tel Aviv. J'espère que ça ne va pas arrêter le processus. Normalement, demain à 7h30, il y aura un cessez-le-feu total. Espérons-le, Inch'Allah. J'espère. Pour répondre à ce qui s'est passé à Tel Aviv, c'est une attaque qui vient du Yémen. Ça a été confirmé. Yémen, ils ont envoyé un missile. Non, mais ça, il y a eu c'est un missile. C'est Tel Aviv. Maintenant, après, je ne sais pas. C'est avant de faire l'émission, j'écoute les news. Il y a eu des coups de feu à Tel Aviv même. Il y a eu des coups de feu. Ah, ça, je n'étais pas au courant, non. Ils disent qu'il y a un blessé grave, peut-être entre eux, on ne sait pas. Mais c'est toujours, à chaque fois, quand il y a un cessez-le-feu, avant de signer, avant de l'application du cessez-le-feu, aujourd'hui aussi, il y a eu une attaque contre les Gazaouites. Il y a eu dans les 50 à 60 morts. Aujourd'hui, peut-être c'est les dernières, Inch'Allah. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On a assisté à un crime contre l'humanité par toutes les ONG. Il n'y a pas une ONG à l'ONU. Malheureusement, la complicité des pays occidentaux et des pays arabes. C'est tout ce qu'on souhaite. Moi, je voulais dire un mot parce que c'est vraiment ça.
Je sais que c'est toujours très délicat. Et finalement, après, toi tu dis c'est 18 mois, moi je me dirais après c'est 75 ans, on va quand même reconnaître qu'en 1948, il n'y a pas eu la création de l'État d'Israël, parce que c'est ce qu'on entend souvent sur les chaînes de radio, il y a eu deux États qui ont été créés en 1948, l'État d'Israël et l'État palestinien. Et depuis, bien sûr, on a fait, non seulement on a ignoré qu'il y avait deux États qui avaient été créés, mais 75% du territoire qui devait être un territoire palestinien a été évidemment occupé, assimilé, colonisé par les sionistes. Et ça, je crois qu'il faut toujours le mettre en exergue, ne pas l'oublier. Mais encore une fois, j'espère que ce cessez-le-feu va nous amener à la paix. Et down the line, peut-être après, il va y avoir la reconnaissance des crimes de guerre et que tous ces criminels vont être jugés. Même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans, même si c'est dans 50 ans, au moins reconnaître que c'est aussi Mohamed, avec la... il y a un avocat israélien qui vit en Israël, qui a saisi la Cour pénale internationale et qui a posé plainte contre lui et contre Benjamin Netanyahu, 6 ou 7 ministres avec lui. Ça, oui. Il y a 2 ou 3 jours de ça qu'il a. Donc, il y a toujours des hommes de bonne volonté, qu'ils soient juifs, là, qu'ils soient musulmans, là, qu'ils soient. Il y a toujours des hommes de bonne volonté, c'est vrai, mais encore une fois, moi, je suis toujours en train de dire, comment dirais-je, ces hommes de bonne volonté, malheureusement, ils sont étouffés par ces médias. On fait tout pour ne pas les laisser écouter. Que ce soit en France, par exemple, je prends le cas de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin a toujours condamné ça, il a toujours été le pilier de la défense des droits de l'homme. Bon, bien sûr, quand il était ministre des Affaires étrangères avec Chirac, il était le seul qui était contre les Américains, l'intervention, l'invasion de l'Irak. Mais je pense, encore une fois, que ces hommes de bonne volonté, comme Villepin, comme Boniface, le journaliste avec Boniface qui a été viré de la télévision pour, dirais-je, avoir reconnu qu'il y avait un génocide dont on ne voulait pas parler. Avec le cessez-le-feu, Inch'Allah, j'espère que tout ça va rentrer dans les normes de la justice et qu'on va reconnaître ce génocide et, bien évidemment, la complicité des gens qui nourrissent ce génocide. Parce que il n'y a pas seulement les bombes qui ont été lâchées sur ces pauvres civils, mais qui a fabriqué les bombes? Qui leur a donné? Là, je parle de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, enfin, tous ces pays qui sont en train d'armer, qui ont armé les sionistes pour aller tuer ces pauvres Palestiniens. Et eux aussi, je voudrais qu'on les passe en jugement. Mais enfin, ça, c'est peut-être un peu pieux. Je me contenterai de la paix, du cessez-le-feu qui vient d'être signé, de ce pas vers la paix. Et j'espère encore une fois que la reconstruction de Gaza et tous les autres territoires vont se faire et qui vont constituer l'État palestinien qui va être bientôt reconnu. Enfin, qui va être pas reconnu, mais qui va revenir à sa fonction première, c'est-à-dire d'exister comme un État libre et indépendant, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est Mohamed, je vous souhaite, Inch'Allah, Inch'Allah, et je vous tiendrai au courant le plus tôt possible. Ah oui, oui. Pour la finance islamique, Inch'Allah, je vais essayer de prendre contact avec lui et ça sera une très bonne émission. Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, merci. Et le bonjour à tous les amis qui sont aux États-Unis, qui nous écoutent. Ah, ils t'attendent, Voilà. hein, tu as été invité à plusieurs fois, donc ça dépend de toi maintenant. Hein. New York, tu es ouvert, et en plus, sur un campus universitaire, je pense que tu devrais venir. Comme ça, quand ils veulent émigrer à New York. Ah, tu sais, notre vie, on est émigré d'émigrés, c'est-à-dire que bon, nos parents émigrés, puis nous, on est encore immigrés. Bon, voilà. J'ai dit que demain ou après-demain, il va faire moins de 12. Là, j'ose même pas y penser. Moi. Si je mets mon nez dehors, surtout avec ma chevelure abondante, à la belle classe, ça pousse, le peu de cheveux que j'ai deviennent comme des pics, hein, donc tu as les stalactites, tellement il fait froid. Oui, on a une vague de froid. Tu sais, encore une fois, enfin, je sais pas, je voudrais finir quand même sur une note optimiste. C'est à Trump qui vient. Trump qui vient. Pour Trump, hein, des fois, c'est vrai, on le voit comme on le voit d'une manière un peu différente. Ou des fois, برك الخير يجي منه هو.
Je n'irai pas dire jusque-là, mais en tout cas, ce qu'il a fait dans son premier mandat lui a coûté la présidence de sa deuxième mandat. Je parle 2016-2020. Pour le mandat de 2024, on a eu Biden. Il est vrai que c'est un homme, et là je te rejoins, qui est contre la guerre. C'est un isolationniste. Il est vrai, et ça, attends, dans l'œil là, il est vrai que cette paix qui vient d'être signée avec Israël et le Hamas, ce qu'on dit aux États-Unis que c'était le président Biden et le premier ministre Netanyahu qui ont travaillé ensemble, et aussi bien sûr le Qatar qui les a menacés, puisque c'est comme ça, moi je sors de tout ça, j'arrête de vous débrouiller. Donc, et ça, je pense que Trump l'a dit à Netanyahu. Je ne veux pas commencer mon deuxième mandat avec des bains de sang. Je suis celui qui a signé l'accord d'Abraham pour te faire reconnaître. Maintenant, tu me dois me renvoyer l'ascenseur. Je viens pour un deuxième mandat. Tu dois absolument, absolument signer cette paix avant que je prenne de paix. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, bon, il n'a plus rien à perdre, puisque aux États-Unis, on ne peut pas faire plus que 2 mandats. Donc, peut-être, comme c'est un mégalomane, c'est un homme qui veut marquer l'histoire de son sceau, et il sait que le Moyen-Orient, celui qui fera la paix au Moyen-Orient, va être regardé comme un apôtre de Dieu ou un apôtre du diable, peu importe, mais en tout cas, qui va être dans tous les livres d'histoire. Et puis lui, il veut être dans tous les livres d'histoire. Alors peut-être, et je te rejoins, c'est là où je te rejoins, peut-être que, effectivement, tu as raison, peut-être que c'est lui, de par son ego qui est tellement grand, qui va marquer le saut de l'histoire en disant, bah oui, faire la paix au Moyen-Orient, puis la paix en Ukraine, déjà, il a envoyé Muscadet en Ukraine pour dire à Zelensky, tu arrêtes tes bêtises, maintenant il faut aller négocier avec les Russes. On ne peut pas continuer à te donner 60 milliards ou 70 milliards comme ça, on sait que tu ne peux pas gagner cette guerre. Voilà, c'est là où je te rejoins peut-être. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, Rabbi laqna fi khair. Merci encore. Merci toute l'équipe technique de Radio El Ghorba pour nous aider. Puis encore, je réitère à chaque fois que nos auditeurs nous écrivent, nous donnent leurs impressions, parce que c'est ça qui va faire nos émissions plus, comment dire, attrayantes. Et puis, en plus de ça, répondre à leurs besoins. Voilà, merci Nordine. À samedi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Et les auditeurs, n'oubliez pas que cette émission va repasser demain au podcast sur Radio El Ghorba en direct. Voilà. Merci. À bientôt, Inch'Allah. Rabbi laqna fi khair. Merci, au revoir.